Il est 18h00, donc mesdames, messieurs, chers partenaires, sympathisants de l'écosystème innovation responsable, bonsoir et bienvenue donc dans ce troisième opus des e-conférences de l'été qui vous sont proposées. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Soyez assurés du fait que je vais m'évertuer à favoriser beaucoup de dialogue, le plus de dialogue possible entre nous tous, avec sérieux, mais aussi convivialité, vous allez le voir. Merci aux organisateurs de leur aimable confiance. Merci à vous, Marie. Vous allez le découvrir, l'équipe d'organisation s'est une nouvelle fois mise en quatre pour mobiliser de très belles personnalités qui vont rythmer avec moi notre réflexion. L'animateur ne sert qu'à valoriser les savoirs, les expertises des uns et des autres. Vos contributions, mesdames, messieurs, seront de grande qualité, j'en ai la profonde conviction. Alors j'espère que vous êtes toutes et tous bien installés. N'hésitez pas à profiter de la fonction chat que vous retrouvez sur votre application. Elle vous est disponible pour nous faire passer vos remarques, vos questionnements tout au long de notre e-conférence et on essaiera bien sûr, dans la mesure du possible, et notamment du timing imparti, de répondre à, j'espère, toutes les questions que vous nous poserez. Cela me permet de saluer et de remercier mon acolyte, Quentin, et Adrien aussi. J'ai deux acolytes en fait ce soir qui se cachent dans les coulisses et qui vont m'aider dans cet exercice. Allez, assez bavardé, je voudrais tout de suite accueillir celles à qui on doit d'être rassemblés quasiment une fois par semaine maintenant, et notamment ce soir, et connectés autour de cette e-conférence sur le thème de la communication du futur. Bonsoir Marie Tribou. Comment ça va? Très bien, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, c'est la troisième e-conférence de l'été. Comme vous le savez, depuis 10 ans, l'association Innovation Responsable fédère des entreprises pour qu'elles partagent leurs visions, que les visions croisées des uns et des autres nous permettent de comprendre, d'anticiper le monde de demain. Et puis effectivement, bien sûr, avec cette crise que nous avons connue et qui est encore bien présente, c'était important de pouvoir vous éclairer sur les thématiques d'actualité. Donc cette association, oui. Alors je sais Marie que beaucoup de monde vous connaît, mais peut-être nous avons de nouveaux invités, de participants à ces e-conférences. Je le souhaite du fond du cœur. Donc vous pouvez aussi vous représenter tout simplement, disant que vous êtes la présidente et fondatrice de ce mouvement, de l'écosystème innovation responsable. Est-ce qu'on peut parler d'un mouvement d'ailleurs? Ah, tout à fait. Donc, c'est un mouvement, un club, un réseau, une association, un écosystème. Il y a beaucoup de mots qui peuvent nous représenter, on va dire, qui est très ouvert. Donc, c'est vrai que donc, je suis présidente de cette association et donc, je suis aussi représentante du groupe La Poste puisque c'est un des acteurs qui fait partie des membres fondateurs aux côtés de 10 autres membres fondateurs que je vais présenter. Donc, on a Sabine Martin qui est à mes côtés, la déléguée régionale de Orange, parce que Orange est aussi une entreprise qui fait partie des membres fondateurs et Sabine nous dira un petit mot sur pourquoi Orange s'inscrit dans cette démarche aussi. Donc, il y a Engie. Bon, on lui donnera la parole tout à l'heure. Engie, le groupe SOS, GRDF, le EDF, la Caisse d'épargne Grand Est Europe, Materalia, l'ADEME et la Banque des Territoires. Et effectivement, on a une centaine de partenaires qui sont associés depuis longtemps et puis qu'on va retrouver dans cette conférence. Voilà. Et donc, comme je l'ai dit, ces conférences permettent d'amener des regards croisés, d'enrichir un petit peu les uns et les autres des idées et puis nous-mêmes de nous enrichir finalement aussi de vos questions parce que effectivement, comme l'a dit Guy, donc vous pouvez, ceux qui sont connectés sur Zoom, poser des questions, mais vous pouvez aussi, ceux qui sont en live sur Facebook, poser des questions que nous relayerons à nos intervenants. Donc, c'est la troisième e-conférence donc qui a trait à oser la communication du futur, parce qu'on l'a vu pendant cette crise, il a fallu se réinventer, que ce soit en communication avec nos salariés, avec nos clients, les jeunes avec leurs enseignants, les seniors avec leurs familles. Donc, comment effectivement créer des échanges privilégiés à l'heure de la distanciation, c'est le sujet du jour. On a eu 2 autres e-conférences que vous pouvez retrouver sur Facebook, LinkedIn, Twitter de l'innovation responsable. Le premier, c'était Oser la transition senior 4.0, comment le numérique est aussi un vecteur de lien social positif avec bien sûr des notions d'inclusion et des notions aussi de connexion de ces seniors-là pour ne pas pour permettre le non-isolement, on va dire. Et la deuxième conférence avait trait au commerce durable. On a vu aussi
qu'il y a la tendance des circuits courts, du commerce de proximité qui s'est développé. Et ce qu'on essaye aussi de faire avec l'association, et on le verra aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses, il y a un avant-après Covid, il y a des choses qui se sont réinventées, qui sont des nouveaux modes de consommation, de communication. Mais on va essayer de voir comment on peut prendre le meilleur de tout ça pour revenir dans un équilibre, bien sûr, du numérique, de l'humain, mais avec peut-être ces nouvelles formes de communication, de fonctionnement qui ont pu se développer. Donc, c'est aussi les leçons qu'on peut tirer de ça pour l'avenir. Voilà, et je reviendrai en conclusion sur la 4e e-conférence. Le 30 juin déjà, prenez date à 18h. 30 juillet. Juillet. Voilà. Le 30 juillet. Donc, ça sera une conférence plus macro sur comment trouver tous les ressorts de sa relance. Parce que beaucoup d'entreprises, d'acteurs ont connu des difficultés du fait de cette période-là. Donc, on vous donnera toutes les clés, solutions de financement, les dispositifs, les acteurs qui sont là pour vous accompagner dans votre reprise et votre plan de réassurance également. Voilà, donc je vous souhaite une belle conférence et puis merci d'être présent et puis je vous retrouverai après à la conclusion de ce rendez-vous. Merci beaucoup Marie Tribou, merci pour cette série de l'été. Et comme vous l'avez indiqué, beaucoup de choses, pour ne pas dire toutes les activités, les actions d'innovation responsable se font en partenariat, en co-organisation. Et ce soir, c'est Orange qui prête main forte pour cette co-organisation de l'événement. Donc, je voudrais tout de suite saluer Sabine Martin, qui est la directrice régionale Lorraine d'Orange. Bonsoir, chère madame. Bonsoir, cher monsieur. Comment allez-vous? Écoutez, je suis ravie d'être à vos côtés pour cette 3e conférence de l'été autour d'une thématique qui est essentielle. La communication de demain, la communication du futur, c'est vraiment un des enjeux de la société de demain. Donc, c'est vraiment pour moi un plaisir d'être parmi vous ce soir. Alors, quelle est votre intention en étant à la fois membre fondateur, partenaire et co-organisateur de ce type d'événement ? Alors c'est vrai que, et j'en suis particulièrement fière, Orange est membre fondateur de l'association Innovation Responsable aux côtés d'autres groupes. Et donc, à ce titre, nous soutenons les acteurs locaux de l'innovation pour leur rendre, je dirais, facilement accessibles les nouveaux usages numériques. Et donc, avec Orange, nous sommes particulièrement engagés dans des événements, dans des actions en lien avec l'innovation, le développement durable et l'entrepreneuriat. L'association Innovation Responsable a fait de l'innovation dans le Grand Est sa raison d'être et aujourd'hui, avec Marie, sa présidente, et les autres membres fondateurs, nous souhaitons nous engager pour une société, je dirais, encore plus inclusive, d'autant que la crise sanitaire, nous l'avons vu et on le verra également tout à l'heure dans nos échanges, la crise sanitaire a mis en visibilité ou accentué des inégalités dans l'accès numérique. C'est vrai que tous nos repères ont volé en éclats avec cette crise sanitaire qui impose vraiment un nouveau regard, qui nous conduit à repenser, à réinventer un certain nombre d'actions pour que nous puissions tous enclencher une dynamique d'avenir positive. Et garder le lien avec des publics externes et internes dans cette période très particulière, ce sont nos intentions au travers de cette conférence sur la communication du futur. Alors, les publics internes et externes, qu'est-ce que c'est ? C'est la proximité avec les consommateurs, la proximité avec les citoyens, la proximité avec les salariés, avec les fournisseurs, avec les startups, avec tout l'écosystème au travers des nouveaux modes de communication que nous évoquerons ensemble tout à l'heure. Donc, à travers tous ces nouveaux enjeux, je dirais que nous veillons à conserver un lien privilégié avec nos publics. Car pour nous, pour Orange, l'enjeu véritable dans la communication, c'est l'humain. Alors merci pour ce propos très enthousiaste. Merci pour cet engagement qu'on ressent de votre part, Madame Martin. On vous retrouve dans quelques instants au cœur de notre panel, puisque vous faites partie du tour de table qui va débattre pour notre public. Marie Tribou, peut-être un dernier mot quand même. Qu'est-ce que vous attendez ? Je sais que vous voulez partir, mais moi j'ai envie de vous garder un petit peu encore. Qu'est-ce que vous attendez du débat qui va suivre en tant que professionnelle, mais aussi en tant que citoyenne ? Parce que votre mouvement, il est à la fois professionnel, mais aussi citoyen. C'est vrai que tout est dit dans le nom qu'on avait choisi il y a 10 ans, c'est l'innovation mais responsable. Comment il faut toujours se moderniser, innover, mais en étant soucieux de l'environnement, de l'homme et de l'économie aussi. Donc voilà, on l'a vu, cette crise a transformé un peu des façons de fonctionner. Là, on parle de la communication aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est voir
ce ne serait peut-être pas responsable de poursuivre sur du tout digital, si ce n'est pour un certain nombre d'acteurs économiques aussi, si ce n'est parce qu'entre nous, sur le volet social, le lien social est important aussi par des rapports physiques, bien sûr, en ce moment avec le masque et en se protégeant le mieux possible. Mais voilà, c'est comment demain, de cette crise qui a amené des nouveaux usages, on en tire le meilleur de l'ancien monde et de ce monde un petit peu qui nous a poussé dans quelque chose d'un peu nouveau, de façon très forcée, mais qui peut, moi j'aime bien en toute chose trouver du positif. Donc c'est une crise très dure, mais voilà, comment on en tire le meilleur pour la suite, l'avenir, que ce soit des citoyens, mais aussi des entreprises, voilà, et de l'emploi. Merci beaucoup, merci Marie pour ce témoignage. Je vous retrouve tout à l'heure et je suis toujours avec vous. Merci beaucoup. On vous retrouve en effet dans une petite heure. Merci à vous. Je vous propose donc, mesdames et messieurs, d'entrer dans le vif du sujet pour honorer l'invitation qui vous a été faite pour traiter un sujet un peu plus d'actualité. On l'a dit, donc oser la communication de demain, celle du futur, comment garder un lien privilégié avec ses publics, l'ensemble de ces publics, on va le voir, à l'heure de la. Alors, faut-il vraiment redire à quel point nous avons tous été impactés, Marie vient de le redire, d'une manière ou d'une autre, personnellement, socialement, professionnellement, par la pandémie, dont nous espérons d'ailleurs qu'elle ne va pas reprendre. C'est mal parti, mais bon, les signes sont assez inquiétants ces derniers jours, donc soyons tous prudents. Du coup, tous nos modèles de relations, de coopération, de dialogue, de communication, d'échange ont été d'un seul coup complètement modifiés, transformés à tel point que la règle qui s'impose désormais à nous, et sans doute pour longtemps, je parle de la distanciation bien sûr, elle remet en question nos manières de fonctionner, de travailler, de vivre, tout simplement. Même si j'espère de tout cœur que vous êtes toutes et tous parfaitement bien avec nous ce soir, derrière cette lucarne numérique qui nous offre plein de possibilités. Je suis en direct de Marseille. On n'aurait pas pu faire ça en temps de communication physique, mais voilà, donc ça c'est un avantage. En même temps, on aurait très certainement préféré être ensemble dans un même lieu pour partager les éléments d'échange et de réflexion ce soir. Ces remises en cause, ces changements posent question. Quelles sont dans ce contexte les pratiques, les techniques, les innovations auxquelles nous devrons peut-être nous habituer à l'avenir, et ce, quels que soient les publics concernés. Voilà quelques points clés d'entrée pour ouvrir ce débat qu'on va conduire ensemble avec nos 5 invités de marque que je vous présente donc tout de suite. Donc, je vais saluer Nadifa Daou. Bonsoir. 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 Merci d'être de la partie, si je puis dire. Vous êtes directrice marketing et communication du très accueillant Seven Casino d'Amnéville, en Moselle, un casino qui appartient au groupe Tranchant. Alors, au-delà de la convivialité que symbolise votre activité, votre mission et votre fonction sont plus que jamais, à mon sens, stratégiques. Vous allez évidemment nous l'expliquer dans quelques instants. David Vichot, bonsoir. Bonsoir. Merci de prendre de votre temps pour nous apporter un regard, je vais dire, très qualitatif sur le sujet du jour. Nous comprendrons dans quelques instants pourquoi j'utilise ce qualificatif. Vous êtes le directeur du développement d'Isoscale, l'agence de communication et de data marketing, filiale du groupe La Poste, qui est basée à Montrouge dans les Hauts-de-Seine. Et vous y développez une offre de services particulièrement innovante. Là aussi, on va l'aborder avec vous. Merci en tout cas. Sabine Martin, je vais vous dire rebonsoir, cette fois-ci en tant que panéliste. Donc très heureux de vous accueillir dans ce tour de table en tant que directrice régionale Lorraine de l'entreprise de communication Orange. Vous aurez évidemment un regard à 360, ça va de soi. Au plus haut point, vous avez déjà commencé à nous donner quelques pistes. Gérald Rebora, bienvenue à vous. Bonsoir monsieur. Bonsoir. On est très heureux aussi de vous avoir à nos côtés. Vous êtes au sein du groupe de presse EBRA, le directeur des ventes des journaux quotidiens L'Est républicain, Le Républicain Lorrain et Vosges Matin. J'ai dit groupe de presse, j'aurais pu dire groupe de presse et de communication. Je vous laisserai évidemment le soin de me répondre à ces subtilités dans quelques instants, si vous le voulez bien. Et enfin, last but not least, il est là, il est installé, il est cool. J'accueille avec grand plaisir Grégory Retter. Bonsoir à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, vous, l'homme d'image, pour partager avec notre public votre vision. Vous êtes gérant de Y Vision, votre très créative société de communication audiovisuelle. Vous en êtes réalisateur notamment. Alors pour lancer la conversation, histoire de nous échauffer un petit peu,
J'aimerais déjà faire un premier tour, si vous en êtes d'accord, un premier tour de piste pour que notre public puisse bien saisir vos nombreuses et différentes expertises et aussi celles déployées par vos entreprises et vos institutions respectives. Nadifa Daoud, si vous en êtes d'accord, je commence avec vous. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous présenter ce qu'on pourrait appeler un incontournable lieu de loisirs, le Seven Casino d'Amnéville, et nous dire aussi quel est le rôle précis, au-delà de la fonction du titre que j'ai évoqué tout à l'heure en vous présentant? Alors, moi, je travaille donc au Seven Casino depuis 4 ans, bientôt 4 ans maintenant. Le Seven Casino a ouvert ses portes le 7 juillet 2010. Nous accueillons 750 000 visiteurs par an. On est le 5e casino de France. On appelle le PBJ, donc le produit brut des jeux, qui correspond en fait à un chiffre d'affaires d'entreprise de 44 millions d'euros. Nous sommes 150 salariés au sein du Seven Casino. Les métiers qu'on peut avoir dans un casino, eh bien, le plus connu est le croupier, le chef de table. On va avoir également des assistants de salle, mais aussi ce qu'on appelle des MCD, des membres du comité de direction, qui sont représentants de la direction quand cette dernière est absente en nuit, par exemple. Et donc voilà, nous travaillons essentiellement sur des jeux. Alors, tant sur les machines à sous que sur les jeux traditionnels, bien entendu. Il y a aussi toute une offre de jeux électroniques, qu'on appelle électroniques, les roulettes électroniques, le blackjack électronique, le poker, etc. Mon rôle, en fait, c'est de définir les stratégies qui vont permettre au Seven Casino de rebondir, notamment par rapport à cette crise sanitaire qu'il y a eu. Mais je dirais de façon plus initiale, c'est de définir les stratégies de marketing différencié et du marketing digital pour notre société et nous assurer de pouvoir proposer, avoir des offres pour nos clients le plus ciblées possible et le plus en adéquation avec les besoins de nos clients. Donc voilà. J'ai envie de dire que nos objectifs, c'est d'être toujours plus proche de notre clientèle pour une parfaite adéquation. On peut donner un éclairage sur le type de clientèle qui viennent vous voir. J'imagine que c'est très varié finalement. C'est un monde assez inconnu en fait. La difficulté, c'est celle-ci dans un lieu tel que le nôtre, ou dans une entreprise telle que la nôtre, c'est-à-dire qu'on pourrait effectivement penser à un marketing de masse, puisqu'on va se retrouver avec une clientèle qui va aller de 18 à 99 ans, voire un peu plus pour certains. Donc voilà, on va balayer tout ça, mais surtout à l'intérieur même du Seven Casino, on va avoir des gens qui viennent pour des raisons différentes, pour des produits différents. Et donc, notre travail à nous, c'est vraiment d'adapter l'offre en fonction de cette clientèle. Alors, notre clientèle, nous les appelons les argentés, parce qu'ils sont les silver, parce que effectivement, ils ont beaucoup plus de temps pour venir au casino et ils ont également la possibilité d'avoir un peu plus de moyens que des jeunes qui vont démarrer dans la vie active. Donc, ça va être une très grosse partie de notre clientèle. Aujourd'hui, suite à la crise sanitaire, je dirais qu'on est toujours sur la même chose. On doit être sur 60-40, c'est-à-dire beaucoup de seniors qui, on va dire, aux alentours de 50. Je dirais la tranche d'âge est de 50 à 77 ans. Ça, c'est vraiment notre plus grosse tranche d'âge. Et puis ensuite, les week-ends, où la clientèle est totalement différente, et notamment le soir, on va être sur une clientèle très, très jeune, beaucoup plus jeune. Très bien. Merci pour ce premier panorama. Je vous en prie. On revient vers vous dans quelques instants. David Bichot, est-ce que l'on peut connaître un peu plus précisément Isoscale et son offre de service, sans oublier bien sûr de nous dire quelques mots sur votre mission de développement. Mais Isoscale, c'est quoi au fond cette agence de communication et de data marketing? Alors, merci Guy. Oui, Isoscale, j'ai la chance d'être directeur du développement de cette nouvelle agence. Donc, on s'est lancé il y a 18 mois. On s'est lancé déjà avec un projet d'entreprise. On appartient au groupe La Poste, comme vous l'avez précisé, et Isoscale, c'est la réunion d'un certain nombre de sociétés qui ont été acquises ces dernières années par le groupe La Poste, qui étaient toutes spécialisées dans les domaines du marketing et de la communication. Et avec un projet, parce que pour embarquer aujourd'hui et réunir, on va dire, l'ensemble de ces expertises, il faut aussi un projet d'entreprise. Et le projet d'entreprise, aujourd'hui, c'est d'accompagner les marques vers la reconnaissance client, vers du lien et d'engagement. Donc, forcément, on s'est construit sur cet état de fait
qui, en effet, depuis quelques mois maintenant, a pris encore un peu plus de relief, puisqu'il y a 1 an et demi, on s'est construit sur ces idéaux. Et on voit aujourd'hui que le contexte, le marché, les marques aujourd'hui ont précisément ces besoins. Et donc voilà, notre proposition de valeur, elle est particulièrement pour le coup adaptée. Alors on intervient très rapidement et très concrètement sur des besoins qui peuvent être très opérationnels, beaucoup autour de la donnée. Aujourd'hui, on le sait tous, la fameuse data est devenue maintenant très structurante dans l'économie et dans les modèles des entreprises. Donc aujourd'hui, on travaille des visions uniques clients, du traitement, de l'enrichissement, de la location. Donc ça, aujourd'hui, c'est un critère de business important chez nous. On a également la particularité d'avoir un centre de recherche de connaissances des publics. Donc c'est un peu pompeux, mais concrètement, c'est une espèce de pôle étude qui est constitué de spécialistes des enquêtes, de planeurs stratégiques, de data miners, qui moulinent, qui analysent, qui décryptent aujourd'hui les marchés, les tendances, et qui donc accompagnent potentiellement les marques dans leur stratégie relationnelle. Et puis on a également aussi une dimension contenu très forte aujourd'hui pour allier le message à la stratégie, puisqu'aujourd'hui c'est cette combinaison qui est aujourd'hui clé dans la réussite des campagnes. Donc on est d'accord, vous faites bien de la communication et du marketing, ou inversement du marketing et de la communication? Oui, aujourd'hui on a la configuration d'Isoscale déjà intègre ces différentes expertises, et je l'ai pas dit forcément en préambule, mais et vous m'avez pas posé la question, Guy, mais Isoscale aujourd'hui c'est, on va dire, a tiré ses racines d'ailleurs grecques. Isoscale, c'est l'équilibre en grec. Et aujourd'hui, il y a une conviction profonde au-delà du marketing, on va dire, du nom, du branding, on va dire. Aujourd'hui, il y a une vraie conviction aujourd'hui de ne pas opposer ou séparer ces visions marketing mais plutôt de les réunir. Et c'est, on pense, la réunion de ces expertises qui fait aujourd'hui cohérence et avoir une vision aujourd'hui un peu globale comme le marché le demande. David, c'est pas une question piège. Vous nous rappelez ce qu'est un data miner? Un data miner, oui, excusez-moi. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de termes, et désolé pour ces anglicismes qui collent un petit peu beaucoup au secteur. On va essayer de vulgariser. Aujourd'hui, on parle de data miner, de data analyst, de data scientist. Aujourd'hui, ce sont des gens, des experts qui triturent un peu et analysent un petit peu les différentes données. Donc, sont capables aujourd'hui de travailler les profils de clients, d'analyser leur parcours aujourd'hui de transactions. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une connaissance, c'est vraiment des experts de la donnée qui, grâce à leurs analyses, permettent aujourd'hui de mieux connaître les clients. La connaissance client aujourd'hui est aussi clé pour les entreprises. Donc voilà, donc ce sont des personnes qui sont devenues assez indispensables dans l'écosystème des entreprises. Absolument. Merci pour cette précision, elle était importante. Sabine Martin, je ne vous fais évidemment pas l'affront de vous demander de présenter Orange. Votre entreprise est évidemment connue de tous. Mais tout de même, est-ce qu'on connaît vraiment l'entreprise Orange de 2020 ? Une entreprise française, mondiale, qui innove sans cesse. Vous avez d'ailleurs commencé à en parler tout à l'heure. Un petit rappel, s'il vous plaît, quand même, madame. Non, c'est vrai, vous avez raison. Orange est bien connu sous l'angle de la téléphonie fixe, de la téléphonie mobile et de l'Internet, puisqu'en effet, Orange est un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde. Nous sommes d'ailleurs présents dans 26 pays. Et nous avons pour mission, une belle mission, qui est de faciliter en fait la vie digitale de l'ensemble de nos clients. Voilà. Mais nous sommes également un des leaders mondiaux des services de communication aux entreprises et aux multinationales, les services Orange Business Services, notamment le cloud, vous savez, les petits nuages qui permettent de stocker l'ensemble de vos données. Mais Orange 2020, c'est aussi beaucoup d'autres choses. C'est aussi l'Orange Cyberdéfense. C'est une filiale qui est composé de plus de 2000 experts qui sont répartis au sein, je dirais, de plus de 100 pays. Et cette filiale est entièrement dédiée à l'accompagnement des entreprises dans la sécurisation de leur activité et de leurs données pour construire une société numérique plus sûre. Mais Orange 2020, c'est également un engagement aux côtés des femmes entrepreneuses. En effet, depuis plus d'1 an, nous accompagnons plus de 100 femmes start-upeuses
dans tous les territoires au sein d'un programme qu'on appelle Femmes entrepreneuses. Nous allons à la rencontre des startups locales, nous les mettons en visibilité sur les territoires et notamment, par exemple, nous organisons des startup days dans nos boutiques, dans les boutiques Orange. Orange 2020, c'est également de l'open innovation, mais c'est aussi la première banque totalement digitale qu'on appelle Orange Bank, j'espère que vous connaissez, qui a été lancée en 2017, donc une banque entièrement digitale. Orange 2020, je dirais que c'est aussi la culture, la santé, l'éducation numérique qui sont soutenues par notre fondation, par la Fondation Orange. Et puis Orange, c'est aussi la préparation du déploiement d'une nouvelle technologie, la technologie de la 5G. Et je voudrais dire aussi que notre plan stratégique Engage 2025 est guidé par l'exemplarité sociale et environnementale. Nous avons en effet pour but de réinventer le métier d'opérateur du groupe Orange en accélérant sur les territoires et les domaines porteurs de croissance, avec une place importante à la donnée, on en a parlé tout à l'heure, mais également à l'intelligence artificielle au cœur de notre modèle d'innovation. Et puis, je ne voudrais pas oublier de dire que nous souhaitons être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents. Et je fais un petit clin d'œil à notre certification, puisque Orange, le groupe Orange a reçu pour la 5e fois consécutive la certification Top Employeur Global 2020 qui consacre les meilleures politiques et pratiques en termes de programmes de ressources humaines. Donc voilà un petit peu toutes les facettes d'Orange 2020. Alors, félicitations pour cette reconnaissance. J'aurais presque dû vous demander, mais que ne fait pas Orange ? Bon, c'est évidemment une petite taquinerie. Quelle est la part de chiffre d'affaires la plus importante dans vos multiples activités ? C'est Internet ? Alors, on peut dire aujourd'hui, en effet, c'est que la fibre suscite de plus en plus d'appétence, le très haut débit en fait, suscite de plus en plus d'appétence des citoyens pour tous les usages et on a vu qu'ils explosaient avant la crise mais encore plus pendant la crise sanitaire et ainsi que les écrans connectés puisqu'aujourd'hui on arrive à presque environ 10 à 12 écrans connectés par foyer. Donc là on sent qu'il y a vraiment un besoin de connectivité accrue lié à la fibre et je vais vous donner un chiffre. Orange apporte la fibre à un foyer français toutes les 4 secondes. Donc, vous voyez un petit peu ce que nous faisons pour pouvoir apporter la connectivité. Et c'est vrai que l'appétence des citoyens, des Français, pour le très haut débit, eh bien, nous incite à déployer de plus en plus rapidement la fibre pour tous. Merci pour toutes ces précisions. Je reviens vers vous tout à l'heure parce que j'ai évidemment d'autres questions, notamment sur les belles campagnes qu'Orange a faites pendant la pandémie. Gérald Rebora, je vous ai présenté comme le directeur des ventes donc des 3 journaux du pôle presse, 3 journaux régionaux lorrains. Il faudrait peut-être dire en quelques mots à notre public quelles réorganisations ont eu lieu ces dernières années dans le monde de la presse, hein, c'est évident, et en particulier au sein de votre groupe. En 2 mots, en 10 mots. Alors, je vais le faire en 10 mots, je vais essayer, j'espère que vous m'entendez correctement parce que moi j'ai quelques micro-coupures. Vous représentez très rapidement le groupe EBRA. Le groupe EBRA, c'est l'association de 9 titres de presse présents dans 23 départements. Alors, si on part de chez vous, du sud jusqu'au nord, on part du Dauphiné libéré, le Progrès, le journal de Saône-et-Loire, le Bien public, le journal l'Alsace, les dernières nouvelles d'Alsace, l'Est républicain, Vosges Matin et le Républicain. Donc, en ce qui nous concerne sur les régions Lorraine et Franche-Comté, c'est l'Est républicain, Vosges Matin et le Républicain Lorrain. Voilà pour la petite présentation. Alors, en ce qui concerne les évolutions, les réorganisations dans nos journaux, il faut savoir qu'une société de presse, c'est le reflet de la population, c'est le reflet de la vie économique, association sportive. Donc, c'est une presse qui est en perpétuelle mutation et qui s'adapte aux modes de consommation et de communication et également aux nouvelles technologies. Alors, l'évolution la plus visible pour nos journaux de l'Est de la France, ça a été la modification du format. En 2016, on était encore l'un des plus grands, alors en format, journal de France, avec ce qu'on appelait le format broadsheet, où il fallait quasi 2 ou 3 places dans le train pour pouvoir le consulter. Voilà. Donc là, on est passé à un format beaucoup plus raisonnable qu'on appelle le tabloïd. Et ça a été vraiment quelque chose de très fort pour la clientèle. À part ça, depuis quelques années maintenant, il y a un projet d'entreprise, alors en interne qu'on a appelé Digital First, qui a eu comme vocation d'intégrer la notion de digital web dans toutes nos réflexions. Alors, une digitalisation de l'information qui nous a permis de publier quasi en temps réel
toute l'information que nous collectons. Et ceci dit, avec bien sûr l'adaptation de produits spécifiques, les vidéos, les diaporamas, les lives, par exemple pour les matchs de foot ou les matchs de hockey ou pour les élections municipales, être en capacité de donner de l'information en temps réel avec des réactions avec les lecteurs et les internautes, la création de quiz, plus particulièrement un peu radio, les podcasts, et puis aussi sous forme scénarisée, les longs formats qui depuis peu trouvent leur clientèle. Et tout ça, c'est relayé sur différents relais sociaux, Facebook, Twitter, ou des newsletters ou notifications. Voilà un petit peu les évolutions concrètes de la presse aujourd'hui. Est-ce que le papier va mourir ? La question est dure. Est-ce que le papier va mourir ? Vous avez 4 heures. Le terme est froid. Alors, le papier, non. Le papier, on ne peut pas opposer ces deux supports. Ils sont complémentaires aujourd'hui. Ce sont deux visions différentes et deux usages différents. Le papier donne une architecture, un guide de lecture indispensable pour beaucoup de lecteurs qui ont besoin d'avoir une avec un sommaire, qui ont besoin d'avoir une importance, une hiérarchie de l'information avec les pages départementales, régionales, locales, alors que lui, le web, il répond à des recherches très précises. On a un besoin sur les faits divers, on a un besoin sur une information sportive, et ben là, on va aller sur les sites internet et on va aller papillonner, on va aller picorer l'information. Et là, il y a une liberté de circulation qui est très différente. Alors, pourquoi je vous dis qu'il n'y a pas opposition ? C'est aussi parce que nous, groupe Est Républicain, Républicain Lorrain, Vosges Matin, on croit en l'avenir du papier, preuve en est, et ça c'est l'information qui va aller dans ce que je vous disais juste avant, dans la réorganisation et dans l'amélioration des outils. On vient d'investir dans une nouvelle rotative de 10 millions d'euros qui sera en production dès 2021 et qui va nous permettre d'offrir un journal entièrement en couleur. Donc, au-delà du tabloïd, maintenant, on aura l'ensemble de nos pages en couleur. Donc, ça sera une grande nouveauté et preuve que le papier, il a encore de longues années dans lui. Et un vrai gage d'attractivité pour le lecteur. Tout à fait. Vous ne m'avez pas répondu tout à l'heure. Je repose la question. Groupe de presse ou groupe de communication ? C'est quoi vos éléments de langage interne ? Alors, c'est un groupe de presse, mais c'est aussi un support de communication pour nos lecteurs qui, à travers nos pages, peuvent parler de leur association, mais aussi pour des annonceurs. Merci pour la réponse de Normand. Je savais qu'elle allait vous plaire. Grégory Retter. Je n'en ai évidemment pas dit assez tout à l'heure. Je souriais surtout en vous présentant comme un homme d'image. Parlez-nous un peu de votre belle entreprise Y-Vision. Quelle est votre offre de service, même si on s'en doute un petit peu? Alors, déjà, merci de dire que c'est une belle entreprise. Y-Vision ou Y.Vision, j'aime bien dire Y.Vision parce qu'en fait, c'est aussi notre adresse Internet. On est une agence de communication audiovisuelle depuis 4 ans. Donc, on travaille sur tous les supports vidéo au sens large. Donc, en fait, ça peut aller aussi bien de la vidéo corporate telle qu'on connaît, à l'interne ou à l'externe, du motion design, du streaming live où ça forcément c'est très d'actualité, et de la réalité virtuelle qui suit un petit peu son petit bonhomme de chemin et avec les périodes qu'on a connues a permis aussi de montrer des espaces à des endroits où on ne pouvait pas le soupçonner. Merci pour cette rectification. Je dirais donc Y.Vision. Les deux nous vont. Les deux vont, c'est parfait, ça c'est génial ça. Tout à l'heure, on évoquait un petit peu la concurrence dans le témoignage de Madame Martin, parce que elle ne l'a peut-être pas dit, mais elle est confrontée à une hyper concurrence dans l'évolution des métiers et donc des groupes qui se positionnent sur la fibre, etc. Vous aussi, cher monsieur, vous êtes forcément dans une hyper concurrence totale parce que l'image, il y en a partout. On a l'impression que tout le monde fabrique de l'image. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes la société à qui il faut s'adresser pour faire l'image qu'on veut? Alors, déjà, c'est vrai que la concurrence, elle est un petit peu à tout niveau parce qu'en fait, aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de gens qui font de l'image et la possibilité de faire de l'image, c'est démocratisé. Donc, effectivement, c'est vrai qu'au sein des entreprises, certains vont le faire en interne. On a le grand public qui va faire de l'image et
en plus avec des outils qui font des très très belles images. Encore faut-il savoir manier en fait le contenu. On va plus être des créateurs de contenu en réalité. Alors on a une forte curiosité et une forte appétence pour la technologie. On nous dit un petit peu qu'on est geek de temps en temps parce que voilà, on aime découvrir ces choses-là. On aime tout ça. Après, en fait, je pense aussi qu'un de nos avantages, c'est qu'on va être beaucoup à l'écoute. Alors ça va être le propre de la communication. Maintenant, en fait, la communication, ça va pas être que sur notre média, ça va être surtout que on a un premier client qu'il va falloir contenter, mais c'est surtout ce client-là va devoir parler à quelqu'un et que ça, en fait, un petit peu comme la gestion des datas de Monsieur Bichou, faut comprendre ce qu'on doit dire et à qui on doit dire et comment on doit le dire. Donc après, en tout cas, c'est comme ça que j'espère qu'on sait se différencier. Merci à tous les 5 pour nous avoir bien resitué vos domaines d'expertise, vos lieux d'exercice aussi de ces expertises. Cela nous conduit évidemment tout droit vers un nouveau tour de table, cette fois pour analyser du mieux possible et dans un temps imparti, bien sûr, on ne sera pas complet dans l'analyse, mais j'aimerais qu'on ait quelques coups de zoom sur votre vécu, la manière dont vous avez géré la crise que nous avons traversée, qu'on traverse finalement encore un petit peu. Très concrètement, comment est-ce que vous avez été en mesure, en tant que personne, mais aussi en tant qu'institution, plus ou moins bien d'ailleurs, on peut tout se dire ce soir, de rester en lien avec vos publics, des clients, des partenaires, des prestataires, etc., qu'ils soient internes, externes, ça peut être les salariés aussi, avec quelle réinvention de vos pratiques, de vos organisations peut-être qui ont muté par la force des choses, de vos modes de management, le travail à distance, etc. Nadifa Daou, je recommence le tour de table avec vous si vous en êtes d'accord. Votre activité a forcément été durement touchée, je l'imagine. Racontez-nous un petit peu cette période, vos initiatives pour continuer de rester en lien avec tous ces publics et toutes les parties prenantes que vous nous avez explicitées tout à l'heure. En clair, comment est-ce que vous vous êtes réinventé ? Il nous faut le micro. Voilà, merci. Pardon, excusez-moi. Donc oui, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que en effet, il a fallu se réinventer. On a été très, très lourdement touchés, comme beaucoup d'acteurs économiques partout en France. Il a fallu trouver un moyen de garder le lien avec notre clientèle. Nous avons privilégié toute la partie réseaux sociaux, et notamment Facebook, puisque nous sommes très présents sur Facebook. Notre volonté a été déjà d'améliorer l'expérience client digitale, parce que déjà, l'expérience client digitale fait partie de la stratégie d'expérience client globale. Et donc, en fait, pour nous, nos clients joueurs, je précise, joueurs, ont été très actifs sur les réseaux sociaux. Alors, tant pour nous envoyer des messages concernant effectivement l'entreprise, sa fermeture, quelles seraient effectivement les modalités de reprise, quelles seraient les mesures sanitaires, mais parfois simplement pour nous soutenir et nous envoyer des messages bienveillants, tant à nos équipes et aux gens qui travaillent effectivement dans la salle du casino même, que effectivement pour pouvoir jouer, parce qu'on a mis énormément de jeux concours en place durant la période de confinement, et on a pu se rendre compte qu'il y avait des engagements qui étaient assez importants au niveau de nos jeux. Nous avons tenu à répondre à chacun des internautes personnellement, donc via les messageries privées qui sont effectivement disponibles sur Facebook. On a pu créer un lien particulier parce que finalement, cette crise sanitaire, ce qui revenait souvent en termes de messages, c'est « prenez soin de vous ». Et ça, c'est quelque chose qui est revenu très, très souvent dans nos conversations avec notre clientèle. Et ça, pendant tout le long du confinement, et même encore aujourd'hui, le « prenez soin de vous », le hashtag « prenez soin de vous » reste quelque chose, effectivement, de très important. Il a également fallu avoir un lien très particulier avec nos collaborateurs parce que ils ont été tout aussi très inquiets, comme beaucoup d'employés. Donc, il a fallu mettre en place un groupe WhatsApp dans lequel ils ont pu exprimer soit leur joie, soit leur,
leur créativité tout le long du confinement, mais également à un moment donné de pouvoir poser des questions aussi à l'entreprise pour qu'on puisse leur répondre au mieux. Alors, je dirais que la responsable des ressources humaines a joué un rôle prépondérant dans la gestion de cette communication avec nos clients internes que sont nos employés. Et donc, il a fallu trouver les bons messages pour pouvoir les rassurer au maximum, parce que c'est vraiment ça. Il s'agissait de rassurer tant notre public externe que notre public interne. Enfin, en termes de communication, nous avons décidé effectivement d'avoir des messages, de travailler effectivement sur des messages, mais aussi sur des moyens numériques aujourd'hui qui vont nous permettre une meilleure connaissance client, qui permettra aussi d'affiner au mieux les offres de services que nous souhaitons mettre à disposition des clients. Parce qu'aujourd'hui, un client, je dirais lambda, reste néanmoins quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et donc aujourd'hui, on travaille vraiment. Isoscale, on sait quelque chose. On essaye aujourd'hui de trouver les moyens de mieux connaître notre clientèle, non seulement pour la contenir et la fidéliser, mais aussi aujourd'hui pour conquérir d'autres clients, donc les prospects, pour pouvoir les toucher et leur proposer quelque chose, qui soit novateur dans notre domaine, puisque nous sommes quand même dans un domaine qui est très particulier, qui sont les jeux d'argent, qui sont encore assez tabous aux yeux. Afin de ne pas le parler, il ne faut pas en parler de façon publique en général. On préfère garder ça pour soi. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a une véritable attente de la part de nos clients, tant dans l'accompagnement personnel physique que dans le côté digital. D'où la notion chez nous de phygital, qui est très importante, donc physique et digital. On essaye vraiment de coordonner les deux pour pouvoir avoir et un présentiel qui va être en corrélation avec ce qu'on propose sur les réseaux sociaux et ce qu'on propose également dans notre casino en présentiel. Voilà, en tout cas, en ce qui concerne le casino. Alors, comment vous incitez vos publics, ceux qui venaient traditionnellement chez vous, qui n'iront peut-être pas sur le digital, peut-être iront-ils, mais pas forcément. Comment vous les incitez à revenir, à redonner cette confiance et à avoir une vie qui redevient, entre guillemets, normale? Est-ce que vous avez par rapport à ça? Alors, nous avons quand même la possibilité d'entrer en contact direct avec notre clientèle, puisque nous pouvons utiliser des plateformes telles que Digitaleo pour pouvoir, à un moment donné, adresser des mails, adresser des SMS, garder un contact avec eux, leur dire effectivement quelles ont été les solutions et les mesures sanitaires qui ont été mises en place pour pouvoir revenir au niveau du casino. Donc on est passé par des mails, des vidéos qui ont été également faites pour parler un peu du métier aussi de Grégory Reiter. Donc l'idée, c'est de faire des vidéos qui vont effectivement permettre de rassurer le client. Encore une fois, c'est vraiment ça, rassurer le client, leur prouver qu'on met les choses en place pour que tout se passe le mieux possible lors de leur retour. Donc toutes les dispositions sanitaires, du gel hydroalcoolique, des séparateurs en plexiglas autour des machines à sous, de la distanciation sociale obligatoire, du port du masque obligatoire dans notre établissement également, et ça depuis le déconfinement, donc depuis le 8 juin nous concernant. Donc l'idée, c'est vraiment celle-là, c'est de revenir dans un environnement sécurisé au maximum pour notre clientèle, et c'est ce que nous leur transmettons comme message. Merci. David Bichot, vous pouvez bien sûr réagir à ce qui vient d'être dit puisque vous avez été cité par Nadifa Daou, mais au-delà de ça, j'aimerais que l'on vous entende un petit peu sur votre période de pandémie à vous, à la fois au sein de votre organisation interne, mais peut-être plus encore en externe. Vous développez une offre de service, on l'a dit tout à l'heure, dont l'enjeu est clair, c'est bien connaître une cible pour mieux lui parler, l'interpeller avec beaucoup plus d'efficacité, communiquer aussi avec plus de responsabilité. Racontez-nous un peu tout ça. Ouais, on a tous vécu, je pense qu'on va tous partager, c'est un peu le moment un peu divan, on a tous connu une période assez incroyable. Isoscale n'y a pas dérogé. Alors bon, déjà, parlons un peu de l'interne, on est assez nombreux nous, on est près de 250 collaborateurs. On est réunis dans un campus, on est né il y a 1 an, et donc du coup, vous imaginez qu'il a fallu très vite s'adapter à ce contexte. Les équipes informatiques, RH ont fait un boulot assez incroyable. On s'est auto-appliqué ce que aujourd'hui on propose aux clients, c'est-à-dire très vite de la réactivité, de l'agilité, des idées, de la créativité pour déjà dans un premier temps, un petit peu comme tout le monde, c'est un peu ce qu'on a pu observer nous en échangeant avec toutes les marques avec lesquelles
on a échangé ces derniers mois, comme avec la DIFA par exemple, en effet, c'est-à-dire qu'on a très vite pensé à nos clients. Donc le premier objectif, ça a été d'assurer une continuité de service. On a aujourd'hui près de 200 clients qui nous font confiance sur des missions plus ou moins ponctuelles. Et aujourd'hui, très vite, il y a eu une alerte un peu pour tout le monde pour une communication. Alors c'était des communications d'urgence par moment, des communications de circonstances, des communications de proximité. Donc, on a eu très très vite beaucoup de demandes sur ces sujets-là. Je pourrais citer par exemple le Crédit Agricole qui nous a très vite demandé des envois, on va dire, de factures par voie de dématérialisation, puisque il y a eu des petites problématiques à un moment de distribution de courrier. Nespresso qui nous confie l'ensemble de leur campagne, on va dire, d'animation client, qui a dû les informer, bien entendu, de la fermeture de boutique, mais également des problématiques éventuellement d'approvisionnement. Donc, il a fallu informer en amont, pendant, et puis bien sûr, assurer le suivi derrière. On a également des demandes très ponctuelles, comme la région, par exemple, Occitanie, qui nous a sollicité pour nous demander aujourd'hui comment je peux communiquer mes règles un petit peu de déconfinement que je recommande à mes administrés. Donc là, on était vraiment dans une démarche très très chaude et ô combien importante et sérieuse. Et puis peut-être une dernière campagne, et ça me fait le lien avec la deuxième question, Guy, que vous posiez, à savoir aujourd'hui une campagne qui nous a particulièrement fait plaisir d'accompagner, c'est celle de la Fondation des Hôpitaux de Paris. On a tous suivi, bien entendu, ce qui s'est passé, on a tous été solidaires. Et la Fondation Hôpitaux de Paris est client déjà chez Isoscale et nous a demandé, comme elle a demandé également à d'autres prestataires, un petit coup de main en cette période un peu terrible. Un coup de main notamment de solidarité, puisque il fallait aussi aider un petit peu le personnel soignant. Donc on a essayé, nous, modestement mais efficacement, de contribuer un petit peu à la réflexion en créant une plateforme de collecte de dons en ligne. Donc là, il y a déjà eu une démarche un peu technologique que nos équipes ont pu réaliser. Et puis, on a ensuite été voir tous nos partenaires data. Je vous ai dit, on est un acteur relativement important aujourd'hui sur ce marché. Et donc, on a tous été les voir en leur demandant entre guillemets, prêter, d'allouer leurs données gracieusement, bien sûr, pour l'occasion, pour pouvoir pousser des campagnes d'email, d'appel aux dons pour les personnels soignants. Et on a eu un très bon accueil, puisqu'un peu plus de 50 000 donateurs pour 16 millions d'euros ont été collectés pendant cette période. Donc aujourd'hui, voilà, il y a eu forcément beaucoup de réactions. Il a fallu se mettre un petit peu à pied d'œuvre. Et puis vous parliez tout à l'heure de connaissance. Chez nous, c'est fondateur. J'ai parlé tout à l'heure de reconnaissance. Pour créer une forme de reconnaissance d'une marque avec son client, il faut bien le connaître. Et pour bien le connaître, il faut, je vous ai parlé beaucoup de données, mais il faut aussi observer, enquêter. Et donc, on a profité aussi de cette période un peu difficile pour créer le baromètre de la générosité. Aujourd'hui, Isoscale travaille beaucoup sur le secteur non-profit, donc associatif. On a une trentaine d'associations qui nous font confiance pour les aider à collecter des dons, comme on l'a fait un peu pour les hôpitaux de Paris. Et donc, forcément, quand on est dans des crises un petit peu de contexte, des crises financières, économiques difficiles, il a fallu aussi très vite essayer d'appréhender, de mesurer aujourd'hui l'impact que ça pouvait occasionner dans le secteur du don. Et donc, on a mesuré, on a enquêté sur les donateurs et les donateurs pour savoir aujourd'hui comment ils vivaient un petit peu cette période. On a donc eu un baromètre, des informations que vous pourrez retrouver sur le site Isoscale, puisque ce baromètre est en accès libre. Et donc, ça a pu rassurer sur un certain nombre d'informations, d'enseignements qu'on a pu avoir sur ce baromètre, sur le nombre de personnes qui étaient non-donateurs qui avaient donné, des paniers moyens en augmentation, bien sûr des associations qui militent aujourd'hui autour de la recherche médicale, qui ont été bien entendu un petit peu plus priorisées dans cet élan de solidarité, et des marques, des associations qui nous font confiance et qui ont pu du coup être un petit peu rassurées sur
sur le contexte et sur lequel on a pu accompagner, avec notamment, par exemple, un phénomène un peu nouveau, c'est le don en ligne qui se développe énormément. Le don reste quand même un acte aujourd'hui très personnel et assez traditionnel, avec essentiellement du courrier et puis un petit peu de street sur le marché. Mais aujourd'hui, on a le don en ligne, par exemple, qui est une tendance qui semble assez lourde. Donc forcément, ça induit des changements, un peu des pivots, on va dire, de stratégie de communication et de marketing. Donc c'est une illustration aujourd'hui de ce qu'on a pu observer pendant cette période. Et donc des opportunités pour vous. Alors des opportunités, oui, de prise de parole. Il y a un an et demi, on s'est lancé. Il y a beaucoup de marques qui avaient pas mal de certitudes. On va dire aujourd'hui, avec la visibilité qu'on a tous, elle est un petit peu plus fragile. Donc du coup, c'est plus propice aujourd'hui à de l'échange. Et puis c'est vrai qu'il y a des nouveaux des besoins qui nous semblaient relativement basiques, mais qui sont devenus hyper importants pour des clients. Des tas de marques, par exemple, je cite un exemple. Aujourd'hui, beaucoup de marques communiquent sur les réseaux sociaux, ça c'est un fait, auprès de leur communauté, communiquent aussi encore beaucoup sur des canaux traditionnels, comme le courrier. Mais aujourd'hui, par exemple, ils se sont dit, on peut plus trop envoyer de courrier, les réseaux, on touche pas tout le monde, on voudrait leur envoyer un email, mais on n'a pas d'email aujourd'hui dans nos bases. Ou en tout cas, on n'en a pas assez. Et donc, aujourd'hui, c'est une prestation aujourd'hui qu'Isoscale propose, qui est, de rapprocher aujourd'hui nos propres données avec les données de nos clients et de s'aider, d'enrichir les bases clients pour qu'ils puissent conserver et accentuer le lien avec leurs clients pendant cette période un peu de disette. Donc voilà, par exemple, un levier un peu nouveau qu'on n'avait pas forcément vu venir et qui a été réalisé pour près d'une vingtaine de marques pendant cette période. Merci pour ces aspects très, très concrets, très clairs aussi, David. Sabine Martin, le moins qu'on puisse dire, évidemment, c'est qu'Orange a beaucoup travaillé, a été beaucoup sollicité. Les réseaux ont été très, 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 très sollicités, je crois, pendant cette période. Alors, Orange, la crise, la communication de maintenant et du futur. Madame, je vous propose un exposé de 3 minutes. Très bien, je vais essayer de faire court. Donc, c'est vrai que Orange a beaucoup travaillé. Je voudrais saluer ici le formidable engagement de l'ensemble de nos salariés. Nos réseaux ont eux aussi été très sollicités et ils ont tenu face à des débits qui ont augmenté. Et je vais vous donner quelques chiffres pour illustrer cette consommation et cette montée en puissance du trafic. Le trafic voix sur mobile a explosé, il a été multiplié par 3. Comme les gens ne pouvaient plus se voir, eh bien, ils ont tout reporté sur le téléphone et sur la voix. Il y a eu aussi des transferts du fixe vers le mobile. Le trafic lié au télétravail a été multiplié par 10. Le trafic lié à la visioconférence a été multiplié par 2. Le trafic des services comme WhatsApp a été multiplié par 5. Et enfin, le trafic Internet sur le réseau fixe a augmenté entre 20 et 30%, notamment en soirée. Donc là, vraiment, cette crise a révélé l'importance à tous les niveaux des réseaux qui sont des éléments vraiment essentiels pour le fonctionnement du pays. Donc tout de suite, Orange a mis en place un PCA, un plan de continuité d'activité, de manière à garantir la résilience du réseau tout en continuant la production pour ne pas bien sûr arrêter la machine industrielle. Nous avons beaucoup communiqué autour de nos fournisseurs et notamment nous avons mis en place des solutions financières pour les accompagner, pour permettre à nos sous-traitants de poursuivre leur activité. Concrètement, nous leur avons assuré un paiement immédiat des factures contre habituellement un paiement à 60 jours. Nous avons mis aussitôt en place des mesures bien sûr de protection sanitaire pour équiper tous nos salariés et les sous-traitants de ce qu'on appelle des équipements de protection sanitaire, notamment les masques. Nous avons également participé avec d'autres groupes, notamment je pense au Crédit Agricole, à AXA et la Fondation Simplon, à des opérations solidaires pour équiper les hôpitaux, les services de santé et les EHPAD pour leur donner du matériel, notamment des tablettes et des cartes SIM pour permettre aux patients qui restaient isolés du reste de leur famille, eh bien pour permettre aux patients de garder le lien avec leurs proches. Donc on a fait énormément de dotations solidaires à tous les hôpitaux et tous les EHPAD de France. On a mis aussi à disposition de ces organismes des ambassadeurs digitaux pour les accompagner dans la prise en main du matériel. Il n'y avait pas que le matériel, il y avait aussi l'accompagnement dans la prise en main.
Et puis, nous avons aussi fait des dons de cartes SIM à la Croix-Rouge, pour ne citer que la Croix-Rouge. Nous avons également été proches des familles, puisque nous avons lancé une opération, peut-être avez-vous vu, #On reste ensemble, afin de permettre aux enfants et aux petits-enfants de garder le lien avec leurs grands-parents grâce à des vidéos qu'ils enregistraient, qu'ils nous envoyaient et qu'on poussait pendant les publicités télévisées. Donc, en fait, on leur a consacrer nos publicités. Et c'était très bien parce que ça permettait vraiment de garder le lien entre toutes les générations. Nous avons également fait une autre campagne publicitaire auprès des citoyens qui s'appelait #Restez chez vous, de manière à les inciter à rester chez eux, nos clients, tous les citoyens, tout en maintenant une connexion qui leur était indispensable pour leur activité quotidienne. On a aussi diffusé quelques films, peut-être les avez-vous vus, le film People notamment, qui a rassuré sur notre capacité à continuer d'apporter le meilleur des réseaux, et un autre film, Continuons, ce film empreint d'espoir, je dirais, de solidarité, qui vient rappeler le rôle essentiel d'Orange dans cette crise. Et il faut aussi parler, bien sûr, du télétravail, puisque les particuliers, les grands groupes, les entreprises, mais aussi les PME, bien sûr, ont eu besoin d'augmenter leur capacité en termes de data, en termes de réseau, en termes de serveurs, pour pouvoir continuer leur activité à distance grâce au télétravail, grâce à de nouveaux outils, notamment la visioconférence. Et nous avons équipé rapidement 50 000 salariés chez Orange de PC, de manière à leur permettre aussi de travailler depuis leur domicile, de manière à ce qu'il n'y ait pas de rupture dans la relation avec nos clients. Donc aussi, on a demandé à nos managers qu'ils gardent le lien avec leurs équipes, et ça c'était essentiel, de pouvoir garder le lien grâce à des outils comme par exemple des cafés virtuels, et ça a très bien fonctionné, l'organisation de cafés virtuels dans les équipes. On a également mis en place un certain nombre de mesures pour les salariés, pour engage de notre reconnaissance par rapport à leur implication. Et notamment, vous l'avez vu, on n'a pas eu recours au dispositif de chômage partiel ou technique. Donc ça, c'est vraiment une mesure importante. Et puis, on va aussi récompenser financièrement les salariés qui se sont engagés sur le terrain au quotidien auprès de nos clients. Et aussi, nous avons réinventé la communication vers nos clients, je dirais, parce que la relation client, on a dû la réinventer. Pendant le confinement, bien sûr, on a fermé toutes nos boutiques pour des raisons sanitaires. Donc, nous avons défini de nouveaux modes de contact et de nouvelles propositions, et notamment des ateliers numériques que nous réalisions auparavant en physique dans nos boutiques. Eh bien, on les a transformés en ateliers digitaux qui étaient ouverts à tous via notre site. On a un site qui s'appelle Bien Vivre le Digital, Orange, qui a été enrichi pour donner au quotidien des astuces, faciliter les usages. Et nous avons même localement, et j'en suis fière, noué un partenariat local avec France Bleu Lorraine pour proposer des rendez-vous en Facebook Live sur des thématiques comme la protection des données personnelles ou bien la maîtrise du temps d'écran, essentiel en période de confinement, au sein des foyers avec un animateur de la radio et des ambassadeurs digitaux d'Orange. Et nous avons développé quelque chose de nouveau pour nos clients, c'est la prise de rendez-vous en boutique, des rendez-vous qu'on prépare en amont avec les clients qui permet d'éviter les files d'attente et qui permet de garantir des rendez-vous sécurisés avec port du masque obligatoire pour les clients et pour nos salariés, ainsi que le gel hydroalcoolique, bien entendu. Et nous avons offert des chaînes supplémentaires et surtout 10 gigaoctets d'Internet pour permettre aussi aux lycéens et aux étudiants et qui avaient besoin de ces datas pour pouvoir poursuivre leur programme de cours à distance. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on a mis en place en termes de communication à la vitesse grand V. Donc on a vraiment été très réactifs, et je dois dire que c'est un peu dans l'ADN d'Orange que de se mettre en ordre de marche dans des cellules de crise. Et on comprend pourquoi il n'y a pas eu de chômage partiel chez vous, chère madame. Je voulais simplement attirer peut-être l'attention de notre public sur un fait qui est quand même important à signaler, je crois. Vous êtes une entreprise privée, donc qui doit faire du business, et vous avez quasiment déployé dans les 5 minutes qui viennent de passer des missions qui sont quasiment toutes d'intérêt général. Donc ça veut bien dire que ça peut fonctionner ensemble, on est d'accord ? Tout à fait, c'est complémentaire, je dirais. Et nous avons fait nos meilleurs efforts justement pendant la crise pour garder prioritaire toutes les interventions pour les services de santé, pour les hôpitaux, pour les EHPAD et pour les personnes vulnérables. Merci pour toutes ces précisions très intéressantes et importantes. Gérald Rebora, ces derniers mois,
Comment est-ce qu'ils se sont passés au sein de votre pôle presse? Qu'est-ce qui a changé dans la relation à vos publics qui sont un peu les mêmes finalement que ceux d'Orange? Fatalement, c'est nous tous, ce sont les citoyens. Alors bien sûr, en interne, il y a eu le télétravail. Évidemment, c'est sans doute déjà une petite révolution. Mais globalement, expliquez-nous un peu comment tout ça s'est passé. Comment êtes-vous resté en lien? Alors, effectivement, déjà, nous avons plusieurs publics comme Orange. Nous avons bien entendu nos salariés, nous avons des travailleurs indépendants qui sont des diffuseurs de presse dans des magasins, des vendeurs, colporteurs de presse qui sont là pour apporter le journal jusqu'au client final, c'est-à-dire à votre domicile. Nous avons des clients annonceurs, nous avons le lecteur magasin, nous avons le lecteur abonné, les internautes. Donc tout ce public a été fortement perturbé depuis la mi-mars et donc la communication a dû s'adapter. Donc, nos projets événementiels, eux, ont été stoppés. Côté annonceurs, les incitations publicitaires ont été fortement freinées. Pour autant, il fallait mettre un plan de bataille pour assurer la continuité de notre journal et surtout pouvoir se garantir une livraison 7 jours sur 7 et livrer un produit nouveau tous les jours. Parce que ça, c'est l'ADN du journal. On part de zéro tous les matins. On a des feuilles blanches. Il faut que le soir, on soit en capacité de livrer un journal complet. Donc ça a été l'une de nos priorités. Et la première mesure, ça a été bien entendu de protéger nos salariés. On met en place, comme vous l'avez dit, le télétravail. Alors, ça paraît rien, mais l'idée, l'intégralité de nos agences, c'est un siège social avec la capacité en 3 jours de trouver des ordinateurs portables, de déployer l'ensemble des appels directement au domicile des collaborateurs. C'était pas chose facile et pour autant, il y a eu une forte mobilisation, il y a eu une capacité de l'ensemble des salariés à trouver des solutions et à s'adapter. Et donc ça a été une chose importante et qu'on peut saluer. Il a fallu aussi limiter les risques de contamination dans tous les lieux clos de l'entreprise et particulièrement au centre d'impression où là, impossible de faire du télétravail. Donc, l'ensemble de nos collaborateurs étaient là pour imprimer le journal. Donc, la vie associative est en sommeil, la vie sportive, la vie économique. On a adapté le nombre d'éditions des journaux. Donc, pour rappel, un journal est segmenté en éditions, c'est-à-dire que pour un département, vous avez plusieurs contenus, compte tenu que notre ADN, c'est l'information locale, micro-locale. On essaye de répondre au maximum aux attentes des villes et villages. Et en moyenne, d'habitude, on a 20 éditions sur nos 3 journaux. Là, avec l'effet Covid, on est redescendu à 7 éditions. Donc, on n'avait plus qu'une édition par département. Et là, on est en train tout doucement de rouvrir ces éditions pour que notre lectorat retrouve cette habitude. Donc, ça a demandé de l'adaptation, de la souplesse. Mais pour autant, on s'aperçoit que cette autonomie des uns et des autres a généré une solidarité forte au sein des équipes et entre les services du journal. Parce que les journalistes travaillent avec les personnes qui font la composition, les commerciaux travaillent avec ceux qui font la composition. Tous nos services ont réussi à communiquer, même si on n'était pas dans les mêmes lieux. On a eu que petite micro-coupure quand vous exprimez, donc pardon à notre public. Ce sont aussi les joies des webinaires. Grégory Retter, notre société se nourrit de plus en plus d'images, on l'a dit tout à l'heure, parfois même au détriment des mots. On peut le regretter ou pas, j'ai pas de jugement de valeur là-dessus évidemment. Pour vous, c'est en tout cas un angle d'attaque assez génial pour créer de nouvelles formes de communication, plus ludiques, plus agiles, plus créatives sans doute aussi. Alors comment est-ce que vous avez traversé ce premier semestre? Comment est-ce que vous avez profité entre guillemets de cette période? Je parle bien sûr d'entrepreneuriat. Oui. Alors, nous, il y a déjà quelque chose qu'il faut souligner, c'est qu'en fait, on manipule des grosses quantités de données. Et c'est vrai que, forcément, quand on s'est retrouvé en télétravail, il a fallu trouver à travailler avec nos serveurs et tout ça. Et donc là, en fait, je souligne l'importance du travail qui a été fait par Orange et les opérateurs, puisqu'en fait, sans la fibre optique, c'est clair qu'on n'aurait pas pu travailler. Donc déjà voilà. Comment on avait fait, c'est qu'en fait on a remis des serveurs à domicile, on s'est partagé des accès. Donc technologiquement, c'est sûr que voilà, on est dans une époque, allons-y, formidable. Après, nous on a aussi l'habitude, vu qu'on est souvent en déplacement, on travaille beaucoup avec nos téléphones portables, avec Slack, avec WhatsApp, avec tout ça. Donc ça a été quasiment transparent. On a
pas trop ressenti la distance, même si je suis quand même un fervent défenseur du présentiel, notamment parce que en fait il y a toujours un petit peu de sérendipité quand on est en présentiel, on a des idées, on échange, on a d'autres choses. Et après en fait ce qu'il faut souligner, c'est que nous il a fallu qu'on soit présent, parce que pareil nos clients ont eu besoin de nous, parce que on pouvait plus faire d'image, donc il a fallu qu'on trouve quand même à leur donner la possibilité de communiquer, et il fallait qu'ils communiquent auprès de leur public interne et externe. Donc très rapidement en fait on s'est recentré sur ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait proposer, comment est-ce qu'on pouvait l'adapter aux besoins justement de nos clients et de leurs auditeurs. Et on s'est recentré beaucoup sur le motion design notamment, et puis on a progressé aussi. On avait des solutions déjà de streaming, et on a progressé en fait sur ces nouveaux outils qui permettent aujourd'hui de faire du feedback. Donc en fait, comme on le fait là aujourd'hui, on est capable aujourd'hui de faire du plateau multicaméra avec du présentiel, du distanciel, tout ça. Donc ça c'est une première chose. Après, sur comment est-ce qu'on en a profité, alors effectivement au sens entrepreneurial, parce qu'en fait c'est dur de dire profiter, alors sans enfoncer une porte ouverte, c'est sûr que c'était oui, non mais c'est pareil, c'est qu'en fait c'est une période où aussi il y a des gens qui ont été dans la difficulté. Nous on avait beaucoup de projets dans les cartons aussi en attente, des choses qu'on n'osait pas faire, qu'on n'osait pas lancer. Ça a été quand même stimulant parce que à un moment faut faire tourner la boutique comme on dit, donc il fallait quand même proposer des choses. Un exemple par exemple, c'est qu'on a lancé une nouvelle marque. On travaillait beaucoup sur le drone en communication audiovisuelle, et aujourd'hui on avait finalement les moyens techniques, les moyens humains, et on a lancé une marque dédiée en fait à l'imagerie technique. Donc voilà, qui s'appelle Y.Aero. Donc en fait on reste dans la galaxie Y. Et puis moi à titre d'entrepreneur, si j'en ai profité, c'est justement sur ce côté stimulant, se réinventer, sortir un petit peu de son confort. Alors après c'est toujours simple de dire on est dans sa zone de confort, mais voilà, il a fallu changer tout simplement. Je vous sens assez optimiste. Vous avez dit 3 fois le mot progresser. On a progressé. Ouais, complètement. C'est ça que vous retenez. C'est ça, parce qu'en fait, de toute façon, ça fait du bien d'être bousculé. Au final, on fait des films, nos clients apprécient nos boulots. On était clairement, ça fait donc, comme je disais, ça fait 4 ans que l'entreprise existe. On a fêté nos 4 ans juste à la fin du confinement. On était vraiment sur une vraie dynamique positive. Et puis voilà, il y a des événements qu'on maîtrise pas, et on n'allait pas s'arrêter comme ça en se disant simplement il y a un virus, il y a des gens qui tombent malades, on peut pas faire de tournage, parce que ça évidemment c'est quand on nous coupe la moitié de notre activité, c'est pas si simple que ça. Mais voilà, après on a eu de quoi proposer, et je pense qu'on a un petit peu réussi à quand même à aider nos clients à communiquer. Merci Grégory, merci à toutes et tous, une magnifique diversité d'idées, d'approches, d'innovation. C'est vrai que la crise nous a fait du mal, elle nous a aussi stimulés, vous l'avez dit, elle vous a stimulé pour être plus présent, je dirais mieux présent auprès de vos publics, de vos communautés. Vos propos étaient à ce titre, à mon avis, assez éclairants. Enfin, c'est le sentiment que j'en ai. Il nous reste une petite vingtaine de minutes pour continuer à débattre. Je surveille en même temps le chat pour voir s'il y a des questions. Il n'y en a pas. J'invite les personnes à en poser si elles le souhaitent. Il y a le lien aussi qui apparaît sur le live Facebook. Et je vais vous inviter, mesdames, messieurs, de manière assez concise, s'il vous plaît, à aborder ensemble un dernier point un peu majeur à ce stade de la conversation. Bien sûr, avant de donner la parole à Marie pour la conclusion, j'ai envie de dire que toute crise est porteuse d'espoir. Je sais, c'est facile à dire, mais c'est un peu la réalité, on l'entend de vos propos. Celle-ci peut-être plus encore, on sent dans beaucoup de domaines et de pans de la société que d'aucuns souhaiteraient créer ou aborder un monde d'après différent du monde qu'on a connu avant la crise. Alors, je trouve que c'est un peu galvaudé comme idée, et en même temps, je ne pouvais pas ne pas vous poser la question comment ça se passe au sein de votre organisation, de vos organisations, et vous-même, est-ce que vous êtes enclin à enclencher des choses qui sont nouvelles ou à perdurer des choses qui sont nouvelles et différentes
égard à l'expérience que vous avez vécue pendant cette crise. Comment vous imaginez demain, etc. J'aimerais vous entendre d'une manière un peu spontanée. J'ai pas envie de poser trop de questions directes. J'aimerais vous, allez, on va un peu au cœur là, dans vos tripes. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre demain? Qu'est-ce que vous nous annoncez? Sabine Martin, je vais commencer avec vous. Alors moi, je voudrais vous dire que pour moi, le monde de demain, je le vois à la fois digital et humain, agile en proximité, avec des nécessités de poursuivre une transformation pour faire face notamment, je dirais, à l'impératif de connectivité pour tous et aussi à un changement de comportement des clients, des citoyens. On fait face à une clientèle qui est plus exigeante, avec de nouveaux comportements, de nouveaux services numériques. On a pu voir tous que les drives se sont développés, que les prises de commandes online se sont développées, que les consommateurs souhaitaient passer moins de temps dans les magasins en physique, par peur aussi d'attraper le virus. Donc, on va poursuivre le développement digital pour nos clients, mais on va quand même garder un pan de rendez-vous physique, parce que le lien physique avec le client, c'est quand même important. Mais dans le cadre de rendez-vous préparés en amont, ce qui permet effectivement aux clients de ne pas perdre de temps, de ne pas avoir trop d'attentes. Donc ça, je pense qu'on va le pérenniser, c'est quelque chose vraiment d'important. Et ce que je vois aussi, c'est peut-être un développement de notre empreinte sociétale, d'une communication auprès des différentes communautés, et peut-être aussi de développer tout ce qui est des actions face aux enjeux carbone de la société, parce que ça aussi, c'est un sujet de fond. On est d'accord, madame, on ne va pas vers le tout numérique. Non, pour moi, on ne va pas vers le tout numérique, puisque le numérique sans l'humain ne fait pas sens. En fait, il faut les deux. Et pour moi, il y a une complémentarité entre les deux. Et l'essentiel, c'est vraiment l'humain avec un grand H. Merci. Et vous, Gérald Rebora, qu'en dites-vous? C'est quoi votre monde d'après? Je parle à la fois là encore, mais aussi aux responsables d'une structure, votre pôle presse. Qu'est-ce qui va s'installer à votre sens de manière durable dans les nouvelles pratiques que vous avez expliquées il y a quelques instants? Et j'aimerais aussi vous demander, je mets toutes les questions, comme ça, voilà, vous ferez tout d'un coup. Qu'est-ce qu'il faut absolument éviter à tout prix? Alors, je vais essayer de répondre à ces questions. J'espère simplement que je vais être audible et que ça ne va pas trop couper. Vous dire simplement qu'on va... Pardon ? On fait l'effort de bien comprendre, sinon je reformulerai. A priori, d'accord, très bien. On va simplement essayer de reconduire ce qu'on a pratiqué pendant le Covid, c'est-à-dire avoir un journal qui est régulier. Le journal, c'est aujourd'hui un marqueur du temps. Souvent, les gens se lèvent, se disent la première chose que je fais, je déjeune, bien entendu, mais je consulte mon journal. Et le journal, c'est une source d'information, mais depuis le Covid, c'est aussi un outil participatif. On a créé plusieurs actions durant le Covid avec, par exemple, hashtag restez chez vous pour nos annonceurs, hashtag grâce à eux, hashtag avec eux. À chaque fois, on invitait nos lecteurs à donner leur avis, à soutenir la population, à soutenir le commerce de proximité. Et je crois que cette interaction entre l'électorat et le support, c'est une chose qu'il faut continuer à faire. Ne pas délivrer de l'information de manière lissée, mais apporter un visage à l'information. Le Covid, on en entendait parler tous les jours. On vous expliquait malheureusement qu'il y avait de nombreux morts, qu'il y avait de nouveaux blessés. Et nous, on a essayé de faire, nous apporter des images locales de ce qui se passe près de chez vous et la conséquence de toute cette information-là. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on continue, c'est avoir cette proximité, cet effet local entre le lecteur, l'acteur économique ou associatif. Donc ça, c'est vraiment notre monde de demain. Bien entendu, alors sur différents supports, que ce soit numérique ou papier, mais dans tout ça, il y a de l'humain. Et l'humain, ce sont nos journalistes, ce sont tous ces correspondants qui sont des villes et des villages et qui peuvent, je l'espère, depuis le 1er juin, aller de nouveau au contact de la population pour échanger et pour remonter ce qui a à faire remonter le bien. Je retiens humain, je retiens proximité. Vous avez dit plusieurs fois le mot proximité sans le prononcer. Vous ne m'entendez plus? Oui, alors oui, je ne vous entendais plus. Normalement, j'ai entendu le mot pro et je suppose que c'est proximité. Que sans le dire, vous avez dit plusieurs fois proximité. Oui, tout à fait. Tout à fait.
Donc, le proximité, c'est vraiment le mot à retenir. Alors, ça peut pas galvauder, mais pour nous, c'est vraiment notre d'attaque qui va continuer à exister. Merci. David Bichot, demain est déjà là, évidemment. Le déconfinement, le rebond, il y a plein de dénominations pour préparer ce monde d'après. Votre activité est assurément innovante, hein, on l'a vu, elle vous amène, je dirais presque par construction, de concevoir la communication du futur qu'on évoque ce soir grâce à Marie. C'est quoi vos tendances, votre vision, votre aspiration peut-être ? Et je sais que vous êtes très sensible, on en a parlé, au mot responsable. Oui. En fait, nous, on s'est construit chez Isoscale sur l'idée de proposer un nouveau contrat de réciprocité entre les marques et les consommateurs. On avait déjà observé depuis notre création, même avant, que, et ça a été partagé par tout le monde ici, que aujourd'hui, les consommateurs avaient des attentes de plus en plus fortes. Et donc avait besoin d'écoute. Un autre mot, alors j'ai vu Mme Martin qui utilisait beaucoup le mot humain, Gérald qui utilisait le mot proximité. Un autre mot que nous personnellement on pense être assez déterminant à l'avenir, c'est le mot de la considération. La crise a sans doute exacerbé aujourd'hui ce sentiment. Alors des mots, il y en a, mais plus que des mots, c'est aujourd'hui un besoin d'utilité, de sens, de responsabilité. Guy, vous en parliez, sociale et environnementale. On demande aujourd'hui beaucoup plus à une marque, à une entreprise, que simplement une satisfaction produit. Il y a un engagement personnel derrière, et donc des nouvelles dimensions qui sont importantes aujourd'hui pour les consommateurs. Alors nous, là aussi, pour aller, on va dire, un peu d'idéaux et de cheminement à des choses un peu robustes, parce que vous l'avez compris, on aime bien analyser et connaître pour mieux proposer. On s'est intéressé aujourd'hui à observer ces comportements. On a lancé un baromètre qui est un premier du genre, qui est le baromètre de la reconnaissance client. Donc là aussi, je ne vais pas vous le commenter plus que cela, et j'invite tout le monde, à ceux qui sont intéressés, à aller sur notre site. On va aujourd'hui sur isoscale.fr. Hein. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et en fait, ce baromètre, pour illustrer un peu les propos, aujourd'hui, il a étudié, voilà, on a été assez large, on a étudié près de 150 marques sur une dizaine de secteurs d'activité pour être assez représentatif aujourd'hui de la consommation, on va dire, en France. Et on a questionné des clients de chacune de ces enseignes à travers des indicateurs. Alors, il y a des indicateurs qu'aujourd'hui, tout le monde, j'ai envie de dire, connaît ou en tout cas utilise. On sait que la personnalisation, l'interaction aujourd'hui est importante et dans les usages. On s'est intéressé à d'autres dimensions pour illustrer un peu nos propos. Celle, par exemple, de la propagation. La propagation, par exemple, c'est la valorisation des avis et des contenus qui sont créés par les clients. Aujourd'hui, il est important pour les marques de travailler ces éléments-là et d'avoir une reconnaissance aujourd'hui des avis qui sont publiés par les consommateurs, d'en prendre compte aujourd'hui dans leur stratégie de communication, mais également dans l'innovation et dans les services qu'ils proposent. Et on a donc utilisé aussi un autre indicateur qui est celui de la considération. Donc, comment aujourd'hui je prends en compte les différents avis de mes consommateurs pour conduire au mieux mes produits et mon entreprise. Et puis une autre dimension, on a beaucoup parlé de digital et on sait, vous l'avez vu nous-mêmes, on en est, on va dire, un ambassadeur également, mais en parlant aussi d'émotion. Et nous, c'est très important aujourd'hui parce que le digital, la dématérialisation, se fait de manière, on le sait, de plus en plus automatisée avec des formats de plus en plus standards. N'oublions pas aujourd'hui, en tout cas, c'est un parti très fort chez Isoscale. N'oublions pas la créativité pour créer de l'émotion et toujours être en capacité pour la marque de surprendre ses clients. C'est pour nous des éléments assez fondamentaux maintenant. Il est important pour tous ces sujets. On a un secteur, par exemple, je vous le livre en 30 secondes, un des premiers secteurs qu'on a restitué, qui est celui de la beauté. Donc, il y a un ranking, il y a les marques qui sont classées par note de satisfaction. On retrouve, par exemple, à la première place, un Yves Rocher, qui est un acteur historique, VPCiste, on va dire à la base,
et qui a réussi formidablement sa transformation aujourd'hui digitale, point de vente et sa relation avec ses consommatrices. On a d'autres marques un petit peu plus confidentielles qui vont plus briller aujourd'hui par la manière dont ils ont intégré l'éco-responsabilité de leurs produits, la manière également dont ils arrivent avec des approches et des engagements pour la cause des femmes et de l'étonnement, par exemple. Voilà, donc tout ce qui caractérise aujourd'hui le secteur de la beauté, on le voit bien, les marques aujourd'hui utilisent des leviers assez différents et créent un lien assez privilégié avec leurs clients. Et donc voilà, donc aujourd'hui ISOSCALE on s'est construit beaucoup sur ces idées et on voit, enfin on l'avait un petit peu vu déjà et on voit qu'aujourd'hui le contexte milite en tout cas dans ces réflexions et voilà, et c'est le sens aujourd'hui de notre proposition de valeur. Donc on est assez ravis aujourd'hui des opportunités de changement que ça peut occasionner. Merci beaucoup David pour toutes ces précisions. Grégory Retter, comment est-ce que vous projetez? Il n'y a pas de mauvais jeu de mots, je vous rassure. L'image construite, qui est bien votre métier, est-ce qu'elle va s'installer à jamais comme le vecteur numéro 1 de communication, voire de relation? Est-ce souhaitable? Quel est le risque? Je vous laisse 3 minutes, pas plus. Alors, à jamais, je ne sais pas, mais durablement, oui. Quel est le risque en fait? C'est que en fait, à force d'avoir beaucoup d'images et beaucoup de communication au sens large, c'est qu'en fait on réussisse pas à sortir du lot tout simplement. Donc effectivement, Monsieur Bichot a parlé de créativité, ça c'est évident, de l'émotion. Après, j'aime à dire quand même que on parle d'image, mais dans l'audiovisuel il y a aussi audio, et que en fait tout ce qui est généré par le son, par ce qu'on peut dire, c'est aussi au moins important. Après, sur les risques, les dangers, en fait, effectivement, pour l'annonceur, c'est d'être un parmi d'autres. Et puis après, les risques aussi auprès des publics. Est-ce que c'est bien d'avoir autant d'images? Est-ce qu'il faut? Je pense que voilà, on parle de responsables évidemment, et nous, en tant qu'agence, on a aussi une responsabilité, je pense, de faire le lien justement entre l'annonceur et le public, et de mettre en garde en fait sur les risques que peuvent causer l'image. Donc après, je sais pas si on a ce pouvoir-là, mais au moins la possibilité de mettre en garde, ça peut être bien. Contribuer, bien sûr. Merci Grégory. Nadifa Daou, quel est votre ressenti sur les nombreuses questions que je me suis permis de soulever quant au soi-disant monde d'après, dans ma petite intro? La crise finalement nous aura appris, je l'espère, mais à vous 5 c'est sûr, beaucoup de choses, et notamment en matière de communication. Votre ressenti à vous, quel est-il? Et il me faut le micro pour qu'on entende tout ce que vous allez dire. Pardonnez-moi. Oui, je disais donc qu'il était important de souligner qu'il y a un avant et un après, forcément. Ce que je retiens, moi, essentiellement au niveau de la communication, c'est comment avoir un regard beaucoup plus responsable sur la façon que nous avons de communiquer, tant sur les supports qu'on utilise, parce qu'effectivement, les supports tels que les affichages qu'on peut avoir avec des JC2Co ou des Experian Média, il faut s'assurer que les acteurs économiques qui nous entourent et qui sont partie prenante dans notre travail, s'assurer de leur engagement dans une responsabilité sociétale et environnementale. Je pense que ça, c'est très important. Je pense aussi que les messages et les promesses que nous devons tenir au niveau des valeurs des entreprises doivent également aller dans ce sens-là, parce que si on a appris quelque chose lors de cette période de confinement, et malgré tout le contexte actuel également, je pense qu'on est quand même en mesure aujourd'hui de se rendre compte que la façon dont on diffuse les messages et ce qu'on dit a un impact primordial sur notre clientèle. Donc, on a nous aussi un rôle au niveau de la société pour s'assurer que ce qu'on transmet et que ce qu'on dit en fait est en adéquation avec les valeurs de la marque, et s'assurer qu'effectivement tout ça s'inscrit dans une responsabilité sociétale et environnementale. Je crois que c'est très important. Merci beaucoup. On arrive tranquillement mais sûrement vers quasiment la fin de cette conférence. On n'a pas vu le temps passer. Je surveille le
chat, il n'y a pas trop de questions. Non, je vérifie. Il y a toujours le lien pour le Facebook Live parce qu'il reste encore 5 minutes et notamment Marie nous a rejoint pour la conclusion de tout à l'heure. Mais avant de donner la parole à Marie Tribou, je voudrais encore une fois vous mettre à contribution, mesdames, messieurs, pour un dernier tour de table, mais vraiment très rapide. Allez, d'un mot, une inspiration, une envie, à côté du mot communication pour maintenant, demain et après-demain. Qu'est-ce que vous avez envie de nous faire passer comme message là tout de suite? Allez, qui se lance? Nadifa, allez, je vais vous terminer parce que sinon ça ne va pas le faire. Déjà, moi, j'aimerais dire que voilà, la créativité en termes de communication, David l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose d'essentiel. Et l'idée, c'est vraiment de sortir, think outside the box tout le temps, être tout le temps en dehors des sentiers battus et proposer quelque chose de toujours plus innovant. Super. Allez, dans le désordre, je vois Grégory qui croit que ce sera le dernier. C'est maintenant. Oh, bah alors, c'est bien, merci beaucoup pour ce passage. Alors, laissez-nous être créatifs, je dirais aux annonceurs, et laissez-nous penser out of the box parce qu'effectivement, on a des choses à proposer et plus que jamais dans cette période-là, il faut un petit peu de courage pour vous aider à communiquer et échanger un petit peu. Merci. Gérald, vous n'y couperez pas. Ah, zut. Donc, moi, le dernier mot, ce serait surtout accompagner, rassurer et apporter de la praticité. Voilà, donc ça, c'est les 3 mots que je garderai pour la fin. Très concret, très organisé. Merci beaucoup. On attend ça d'un groupe de presse. David, vous souriez, mais qu'est-ce qui se cache dans cette savane que vous avez derrière vous là? Ah ouais, magnifique, papier peint. En fait, on a utilisé tous beaucoup de termes qui convergent tous. Hein. Moi, j'aime bien le mot émotion. Voilà, je crois que cette période, elle nous a un petit peu tous, pris un peu. Alors, on a une audience aussi qui sont aussi des chefs d'entreprise. On n'a pas trop parlé de business quand même, hein, on a été assez dans la réserve, assez prude là-dessus. Donc voilà, donc il y a quand même aujourd'hui des enjeux business. J'ai envie de dire, je vais pas flinguer la fin de la session, mais la période difficile est pas que derrière nous, elle est aussi un petit peu devant nous. Mais aujourd'hui, je pense que il faudra être courageux, il faudra être audacieux. Et bien travailler aujourd'hui cette relation à la fois business mais aussi émotionnelle avec ses clients et avec les consommateurs en règle générale. Merci David, ce n'est jamais un gros mot quand on est entrepreneur de dire le mot business. Sabine Martin, je termine ce tour de table avec vous. Quelle est votre inspiration, votre mot-clé ce soir? Non, le mot-clé, c'est oser une communication différente, oser une communication responsable et citoyenne, de manière à recréer des liens qui ont pu peut-être se dénouer pendant la crise, et surtout oser une communication de proximité avec tous les publics. C'est vraiment essentiel de garder le lien et d'être innovant, évidemment, avec du digital. Donc, osons une nouvelle communication. Donc merci à tous les 5. C'est Marie Tribou qui va conclure dans un instant. Je voudrais vraiment saluer la qualité des propos qu'on a pu échanger ensemble, et je l'avais dit avec sérieux et convivialité. C'était vraiment le cas. Beaucoup de sourires, beaucoup de précision aussi dans vos analyses respectives. Merci à vous, mesdames et messieurs. Chacun de chez lui peut vous applaudir évidemment, et je m'y associe volontiers. Vous le méritez largement. Alors ce sont des bases de réflexion, bien sûr. On aurait encore eu beaucoup de choses à se dire. Je ne doute pas que l'équipe d'organisation de l'écosystème Innovation Responsable nous invitera à d'autres temps de réflexion pour parler de la communication de demain. Donc merci en tout cas à cette équipe qui est pilotée par Marie Tribou. Marie Tribou, comme promis, je vous donne la parole pour le mot de la fin. J'espère qu'on a tous été à la hauteur de vos espérances. Franchement, je trouve qu'ils étaient au top. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, mais vous avez été tous au top, que ce soit les intervenants et bien sûr toi, Guy, en animateur de choc, pour nous permettre effectivement d'avoir toutes ces visions croisées. Moi, c'est vrai que j'arrive
voilà, en conclusion, pour déjà vous dire un mot de remerciement. Après, c'est vrai que tout a été dit. C'est vrai qu'on a été dans une période, comme vous l'avez dit, où on a dû être think out of the box, comme dit Nadifa, parce que on n'a pas eu de choix. Hein. On s'est retrouvé du jour au lendemain confiné. Donc effectivement, je trouve que ce qui est ressorti de ce qui a été dit, c'est que on a tous été dans l'émotion, mais aussi dans une bienveillance, dans une communication, que ce soit vis-à-vis des salariés, vis-à-vis de nos clients, ou bienveillante, parce que je crois que tout le monde était dans l'émotion et tout le monde essayait de s'attacher au bien-être des uns et des autres. Il y a eu souvent cette petite phrase dans les mails: j'espère que toi, ta famille, tes proches ne sont pas touchés. Ça a été vraiment une période où il y a eu vraiment de la bienveillance. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qui est ressorti forcément. Pour ce qui fait la fonctionnalité de la communication, ça peut être l'information. On l'a vu avec Gérald, informer sur la situation, informer sur les solutions en proximité. Donc la fonction d'échange aussi, échanger. Et bien sûr, je reviendrai tout à l'heure sur ce qui fait des paradoxes. On a eu besoin d'échanger même si on était à distance, et bien sûr tout ce qui est fonctionnement de la communication pour tout simplement fonctionner, parce qu'on était chacun à nos domiciles respectifs et on devait continuer à faire vivre une entreprise, faire vivre nos enfants avec l'enseignement et leurs cours, etc. Donc c'était comment cette communication elle a dû se réorganiser, et comme l'a dit Greg, effectivement, je dis Greg, c'est Grégory, on a dû effectivement innover, progresser, et il y a beaucoup de choses qui étaient un petit peu en lame de fond. C'est ce qu'on voit dans les conférences aussi d'avant. Il y a le digital, bien sûr, qui est une tendance forte. Il y a le retour aux valeurs, l'environnement, qui est qui est quelque chose de fort dans l'esprit des gens. Mais cette période, elle a accéléré tout ça parce qu'on n'a pas eu le choix. Il a fallu qu'on utilise le numérique pour des connexions à distance, et il y a eu aussi un effort des entreprises et puis des acteurs économiques et politiques à former des gens au numérique, parce que il fallait que tout le monde, là, on est tous les professionnels de Zoom ou de Teams, pour pas faire de pub à certaines marques, mais on est devenu effectivement des professionnels du numérique. Quand je dis ça, on a encore beaucoup à apprendre, mais chose qu'on ne savait pas utiliser avant, et c'est vrai que c'est quelque chose qui s'adresse à tout le monde maintenant. Et bien sûr, l'environnement, la proximité, ça a été dit, les circuits courts, c'est quelque chose qu'on évoque depuis une dizaine d'années, que le développement durable, on essaye effectivement de pousser. Et là, il y a eu une accélération parce que tout bonnement, on était dans une nécessité de fonctionner dans un écosystème local. Donc, il y a des mots qui sont un petit peu paradoxaux. Il y a le digital et l'humain, parce que souvent, le digital est perçu comme quelque chose qui pourrait tuer la proximité. Et du coup, il y a la proximité et le distanciel. Donc, c'est aussi deux paradoxes. C'est que on est proche de son territoire. On peut connaître le producteur local qui fait des super légumes pas loin de chez soi. On l'a redécouvert parce que finalement il existait déjà, mais on le connaissait pas trop. Donc c'est vrai qu'il y a eu une accélération aussi de la communication sur le local. Et puis le distanciel et la proximité, c'est ce qui fait que Guy est à Marseille, David est à Paris, et nous on est dans le Grand Est, et puis on est proche quand même. Donc c'est une nouvelle forme de lien, même si effectivement demain il va falloir réinventer quelque chose qui fait qu'on se voit, qu'on se touche, et puis qu'on arrive un petit peu à se rencontrer. Donc, le digital, c'est aussi quelque chose qui permet de la responsabilité. Donc, ça a été dit. Il y a eu beaucoup de communication, ce que j'ai ressenti dans ce que vous avez dit, de masse. C'est-à-dire que parfois, on avait peut-être l'habitude de communiquer à tout le monde. Là, je vais caricaturer de la même façon, donc à faire des communications qui s'adressaient à tous. Aujourd'hui, grâce à l'analyse des données, grâce à l'analyse finalement avec des baromètres de ce que les consommateurs souhaitent, on va dans de la communication plus personnalisée et qui du coup effectivement peut être plus participatif, puisqu'on leur demande de s'associer à la stratégie interne ou externe de nos entreprises.
Et effectivement, c'est plus responsable parce qu'avant, il y a des communications de masse qui tombent sur tout le monde. Et voilà, on s'adresse à des gens qui ne sont pas forcément concernés par nos communications. Donc, je trouve que cette responsabilité-là, elle est importante aussi au niveau de l'homme que de l'environnement. Donc voilà, il y a Sabine qui a parlé effectivement beaucoup d'humains, et puis Nadifa a parlé d'un avant et d'un après. Donc je pense que voilà, ça sera plus digital, mais plus humain et finalement plus responsable. Voilà. Et en tout cas, je voulais encore vous remercier. Merci aussi aux participants qui nous suivent et vous dire qu'on sera heureux de vous retrouver le 30 juin prochain. Voilà. Je sais pas pourquoi je veux. Moi, on peut dire qu'il y a de la constance. Avec la crise, j'ai perdu la notion du temps. Je ne sais plus de la sorte depuis le mois de mars, il fait beau, donc ça, je ne sais pas si c'est bien pour la planète, mais voilà. Donc 30 juillet, merci. Donc avec une conférence sur le thème de oser la relance économique durable, avec effectivement des intervenants qui vous feront découvrir un petit peu des clés, parce que ça a été dit pendant cette conférence, il y a des entreprises qui ont souffert, qui souffrent encore, qui ont besoin de stabiliser leur modèle économique, de se réinventer aussi, mais qui ont besoin aussi de trésorerie, tout simplement. Voilà. Et tout ça, ça vous sera expliqué et présenté le 30 juillet. Voilà. Et donc, vous pouvez revenir sur les autres conférences au travers des lives Facebook aussi.